Maman Sena, tu sais quoi? Quand je repense à cette affaire ICC qui a emporté notre papa, vraiment j'ai mal. On aurait pu éviter cela. Ah bon? Et comment? On aurait pu éviter cela si on avait pris la peine de vérifier l'agrément de cette structure. Sais-tu que les institutions de microfinance bien agréées, c'est-à-dire vraiment autorisées à offrir des services de crédit et d'épargne, sont membres d'une association au Bénin? Ah oui? Quelle association et où la trouver? Il s'agit de l'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés APSFD. Son siège est à Cotonou, au quartier Vaudier Centre, dans la rue de la pharmacie Sainte-Foy. Et on peut aussi les appeler au 21 32 66 58. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi l'Association professionnelle des banques et des établissements financiers APBEF Bénin qui peut renseigner sur l'agrément des banques. Pour les joindre, il faut appeler le 21 31 75 14. Mais on peut aussi aller à leur siège au 3e étage de l'immeuble Ecobank sur l'avenue Stemez. Et enfin, on peut se rapprocher du ministère des Finances et précisément de l'Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés pour vérifier si le macaron du ministère est bien visible sur les documents ou l'enseigne de la structure en question. Ah, vraiment? Si on avait toutes ces informations, on ne tomberait pas comme ça dans le piège de ces structures. Plus question de se laisser tromper. Avec la PSFD et la PBEF Bénin, plus jamais d'affaires du genre ICC au Bénin. Ceci est un message de la Smart Campaign dans le cadre de sa campagne de sensibilisation au profit des utilisateurs de services financiers au Bénin. Que consommes-tu? Que consommons-nous? Droits et devoirs du consommateur, tout sur la consommation avec Ernest Baguidi. Tout sur la consommation, monsieur Ernest Baguidi, bonjour. Bonjour Robin, bonjour Guy Benta, bonjour, Pierre Devonou, bonjour. Alors, nous avons fait quelques constats que nous voulons reverser à l'opinion publique et aussi à l'autorité. Vous savez, parmi les réformes qui sont engagées par l'État, il y a celles qui concernent le secteur de la santé, où nous avons noté l'installation anarchique des cabinets de soins et des points de vente de médicaments. Et aujourd'hui, le ministère de la Santé est en train de reprendre l'inspection, sinon la visite des cliniques et cabinets qui veulent remettre en jeu leur agrément dans le but d'avoir un renouvellement pour continuer à exercer. Donc les cabinets et les cliniques illégalement installés désormais sont fermés. C'est vrai que des informations nous parviennent, on n'a pas encore les preuves matérielles de ce que des gens continuent d'exercer dans des maisons de manière clandestine. Et ça, je voudrais attirer l'attention des populations sur le fait qu'elles comprennent que c'est elles-mêmes qui ont choisi de prendre ces risques-là. Quand l'État met en place un dispositif pour vous sécuriser, il faut rester dans ce dispositif-là. C'est parce qu'il y a des dérives qu'on a demandé à ceux-là qui ne sont même pas des professionnels du secteur. Et même si vous êtes professionnel, vous n'êtes pas installé dans la forme requise, vous serez en train d'exercer avec assez de risques. Et c'est pourquoi il a été demandé à tous ceux-là qui ont des cliniques de remettre en jeu leur agrément et une visite sur le terrain par les différents ordres de la santé. Après avoir déposé le rapport, on verra dans quelle mesure on pourra vous refaire confiance. Mais malheureusement, il y a des syndicats qui ne veulent pas entendre raison. Mais le mois venu, ils seront mis hors d'état de nuit. Maintenant, je voudrais dire aux populations de faire attention. Mais le cas que je veux évoquer, c'est le cas formel. C'est vrai que les visites ont été effectuées et continuent d'être effectuées d'ailleurs dans le but de ce renouvellement. Mais nous avons fait le tour de quelques structures. Mais la situation n'est pas toujours bonne parmi tous les cas que nous avons observés en termes d'hygiène et de propreté. Quand on parle de la santé, le premier indicateur, c'est la propreté, c'est l'hygiène, le respect des règles d'hygiène. Il nous est arrivé de parcourir
de ces structures-là où vous voyez dès l'entrée la salle, même d'accueil, elle n'est pas très propre. Vous allez dans les salles d'hospitalisation, ce n'est pas du tout agréable. Vous ouvrez les toilettes, c'est encore le comble. Et des malades qui sont là, qui côtoient les rats, les cafards et les geckos, avec une obscurité aussi, vraiment. Et c'est quand on a juste besoin de la lumière qu'on allume une autre. Non, je crois qu'on ne peut pas continuer de travailler dans ces conditions. Et là, nous allons interpeller l'équipe qui a été mise en place et qui est en train de faire le tout. C'est vrai que c'est le secteur public qui est parcouru, mais c'est les deux qui doivent être pris en compte par ce comité-là qui a été mis en place par le gouvernement, qui a pour mission d'aller vérifier la conformité effectivement des lieux de travail, des matériels utilisés, du personnel utilisé aussi, et des protocoles pour voir si les protocoles sont à jour. Et cette mission-là a fait déjà un tour et a déposé un premier rapport. On a noté quand même assez d'écarts. Et je ne veux pas comprendre que peut-être que la mission n'est pas encore allée à ces endroits que nous avons eu la chance ou la malchance d'aller visiter. Mais ce que nous avons vu, ça sort de l'entendement. Un bâtiment très géant, vous aurez pensé que tout est rose dedans, mais quand vous y entrez, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Et là, il va falloir que les structures dont nous avons parlé, surtout l'inspection au niveau médical, puissent reprendre service. Nous devons former des infirmiers, des inspecteurs, des médecins qui doivent être des inspecteurs, des biologistes qui doivent être des inspecteurs, qui vont descendre sur le terrain pour vérifier la conformité, pour évaluer effectivement ces structures-là, et afin de les amener à se conformer. Je dis, la meilleure formule pour nous aujourd'hui, c'est de normaliser tous ces systèmes-là pour éviter ces anomalies que nous constatons. Et la santé, elle est très précieuse. Aujourd'hui, on parle de Zika, on parle de Lassa, et on parle d'Ebola, et on parle de choléra. Mais quand vous avez tout ça, et on va vivre dans des conditions insalubres, de cette façon, je crois que ce n'est pas bien. Et le dernier en date qui est en train de sévir aujourd'hui en termes de pathologie et qui interpelle le respect des règles d'hygiène, je crois que nous devons tout faire pour nous conformer à ces normes-là, pour que les populations puissent être mises à l'abri de ces nuisances inutiles. Il ne faut pas ajouter à l'existant. Vous ne pouvez pas venir à l'hôpital, vous ne pouvez pas être un accompagnateur et repartir avec des pathologies. Et ce que nous avons vécu, nous avons vu, c'est que vous allez venir sain avec un patient, mais vous repartez chez vous, vous allez revenir rejoindre celui-là, parce que vous aurez pêché beaucoup de micro-organismes. Les salles ne sont pas du tout entretenues. Les toilettes qui puent, et on interne des gens là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et l'inspection, la surveillance. Donc, il ne s'agira plus de délivrer des agréments à des structures simplement et d'aller s'asseoir, mais il faut les suivre, il faut les accompagner, il faut aller vérifier ce qui s'y passe. Quand quelqu'un ne va pas se conformer, on va lui retirer simplement son agrément, parce que la sécurité des populations ne sera pas marchandée. Ce que nous avons suivi pendant des années, il faut que ça s'arrête. Et si on a réduit le champ par rapport à ces indélicats-là, c'est pour que eux-là, ceux qui sont dans le formel, puissent exercer le métier dans les règles de l'art. On doit avoir un peu plus de visibilité, un peu plus de traçabilité, un peu plus de transparence, un peu plus de conformité. Et j'insiste sur la conformité parce que là, ce n'est pas des éléments nouveaux qu'on leur demande, ce n'est pas des efforts supplémentaires qu'on demande, mais c'est simplement des dispositions qui sont prévues dans le système qui accompagne directement les soins. Vous donnez un comprimé d'antibiotiques et vous faites avaler encore des micro-organismes, vous annulez l'effet de ce que vous faites. Encore, dans un hôpital où on parle d'infection nosocomiale, c'est des germes qui sont hyper résistants. Vous les contractez pour les éliminer, c'est très difficile. Aujourd'hui où
avec le One Health, on a constaté effectivement que il y a des micro-organismes qui peuvent passer effectivement de ces viandes-là que vous aurez consommé, qui sont venus des bêtes qui ont développé aussi, il y a des résistances, parce qu'on les a bombardés suffisamment d'antibiotiques. Et vous avez aussi la chance de consommer des antibiotiques résiduels, parce que les volailles et autres là, les conditions dans lesquelles les gens traitent ces animaux aujourd'hui ne nous permettent plus effectivement d'être sûrs de la qualité de ce que nous consommons. Donc, quand vous mettez tout ça ensemble et on va vous mettre dans des conditions telles que vous allez développer des infections de couscous, il serait difficile de les maîtriser très vite. Ça peut donner lieu à beaucoup de complications. Donc, la visite de ces structures, de ces cliniques qui sont en train d'être inspectées et visitées aujourd'hui pour vérifier la conformité avant de leur renouveler l'agrément, je souhaiterais que les gens mettent un accent particulier sur les conditions d'hygiène, gage d'une sécurité sanitaire de nos populations. Voilà, Romain, ce que j'ai voulu partager rapidement avec vous ce matin. Une fois encore, merci. Les bons plans, les bonnes adresses. Profitez maintenant des opportunités. Profitez maintenant des opportunités. Aujourd'hui, l'huile à moteur est un produit si familier qu'on oublie de la choisir avec soin. Issue d'une recherche de pointe et recommandée par des spécialistes de renom, les huiles à moteur Oryx assurent l'évacuation des impuretés de votre moteur, l'optimisation de son coût d'entretien, l'économie du carburant. Du véhicule léger aux 2 roues en passant par les transports, Oryx s'engage au quotidien pour une conduite en toute sérénité. Lubrifiant Oryx, conçu pour votre moteur. Disponible dans tous nos points de vente identifiables à nos couleurs et à nos drapeaux et à retrouver via l'application BuzzUp disponible sur Play Store. Communiqué du gouvernement de la République du Bénin. Les tôles non laquées sont strictement interdites d'utilisation en République du Bénin. Non, quand même. Alphonse, pas ça, non, quand même. Tu as entendu à la radio qu'ils ont refusé qu'on utilise les tôles? Nos tôles qu'on utilisait depuis longtemps. Ils ont interdit ça seulement. Et désormais, nous allons construire nos maisons sans tôles. À ciel ouvert. Non. Ne déformez pas l'information. Il a été bien dit dans le communiqué de supprimer l'importation, la commercialisation et l'utilisation des tôles non laquées. Comme ce qu'on a ici d'ailleurs, complètement rouillé. Mais à l'état neuf, ça brille bien. À l'état neuf, ça brille bien. Si seulement vous pouvez savoir ce que ça coûte quand ça brille. Je suis un charpentier de profession. J'étais un jour en pleine construction quand le reflet de la lumière du soleil par les tôles a atteint mes yeux. C'est à partir de ce jour que mes problèmes d'yeux ont commencé. Oh. J'ai été à l'hôpital, mais ça n'a rien donné. Ces tôles non laquées sont souvent rouillées et ça salit l'image de nos villes. Même dans les villages, nos parents recueillent l'eau de pluie qui passe sur ces tôles rouillées et boivent. Maladie directe. Quand il fait chaud, on ne peut pas rentrer dans sa chambre. Quand il pleut, oh là 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 là. Poto, comme des jets de pierre. Avec ce que je vois, il vaut mieux adopter les tôles laquées. C'est quoi les tôles laquées? Les tôles laquées sont les tôles peintes à l'usine. Très jolies. Elles sont pratiquement au même prix que les autres. Effectivement, c'est très joli. Et je me souviens avoir vu ça chez un ami. On n'est même pas obligé de mettre de faux plafonds. En plus, ces tôles ont une longue durée de vie et réduisent considérablement le transfert de chaleur. Hé papa, vous êtes aveugle, mais vous connaissez si bien les tôles laquées. Je ne suis pas né aveugle. Avec les tôles laquées, nos villes deviennent plus belles.
Ceci est un message du ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable. Gota Voyage, votre expert du tourisme qui vous propose depuis des années les meilleures destinations pour passer vos vacances, vous propose du 19 au 31 août Gota Educ Tour 2019. Visitez JFK, Washington, Miami et pour cette année, une belle surprise. Une croisière de Miami à Bahamas à bord des bateaux de croisière de Royal Caribbean International. Tenez-vous tranquille, après l'inscription, le paiement peut être échelonné jusqu'à la date de départ. Alors, n'hésitez plus, faites dès maintenant votre inscription au 97 48 22 20 ou au 95 75 58 00 pour commencer les procédures de visa, les réservations de billets, etc. Gota Voyage, les experts du tourisme par expérience. Gota Voyage, experts du tourisme. Viva Matepo met à la disposition du grand public du riz bio d'abondance Matepo 100% naturel. Ce riz qui est produit dans des conditions biologiques selon les normes SPG est sans engrais chimiques, sans herbicides, sans pesticides, dans le but de préserver la santé des populations. Plus appétissant et plus doux qu'un riz ordinaire, le riz bio Matepo est très économique et non collant avec un parfum naturel. Il est capable de résister au-delà de 3 jours après cuisson sans être chauffé. Ce riz vous apporte santé, force, vitalité et vous procure puissance et bien-être. Viva Matepo dispose également du riz étuvé triplement plus riche que le riz blanc, très bon pour les diabétiques et les personnes du 3e âge. Point de vente à Cotonou, à Radio Tokwa, à Zongo, rue après la rue BOA, en quittant Maro Militaire, au supermarché Franprix et Monsinaï à Kadjaoun, au supermarché Monotex à Vedeko et Kadjaoun au 95 32 20 20, au supermarché à Silaméou à Saint-Michel au 94 95 14 10, au supermarché Le Progrès à Jéricho après la station de Vonon, en quittant la BIBE au 95 44 76 67, au centre Label Bénin à Jéricho, à Alimonsin à Ganhi au 97 47 63 10, à Vioutou à Dekungbe au 97 77 17 21, à Maison Akilandé à Kendonou au 97 48 80 52, à Amap à Aïbatin en face de la pharmacie Fijrosé au 97 73 36 87, à World Market à Agla, 2e pont, au 61 08 84 84, à JF Supermarché à Agla, 1er pont, à Bénin Marché à Ibatin, Menotin à Kwakpa et Dekungbe, à la boutique Djinoukoun à Segbea, au 95 80 87 12, à la supérette Le Relais à Kwakpa Cité Vie Nouvelle, vont avant le carrefour Tourné Motors, à Abomey Calavi, au supermarché à Zima, au supermarché Le Nil en face de la pharmacie à Arconville, au supermarché du Pont à Calavi à Arconville, à Porto Novo, au supermarché La Championne, infoline 67 43 83 83. Consommez du riz bio d'abondance Matepo, c'est plus de vie dans votre vie. Expression libre. Le débat matinal sur la caravane du matin. Maman Sena, tu sais quoi? Quand je repense à cette affaire ICC qui a emporté notre papa, vraiment j'ai mal. On aurait pu éviter cela. Hein. Ah bon? Et comment? On aurait pu éviter cela si on avait pris la peine de vérifier l'agrément de cette structure. Sais-tu que les institutions de microfinance bien agréées, c'est-à-dire vraiment autorisées à offrir des services de crédit et d'épargne, sont membres d'une association au Bénin? Ah oui? Quelle association et où la trouver? Il s'agit de l'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés APSFT. Son siège est à Cotonou, au quartier Vaudier Centre, dans la rue de la pharmacie Sainte-Foy. Et on peut aussi les appeler au 21 32 66 58. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi l'Association professionnelle des banques et des établissements financiers APBEF Bénin qui peut renseigner sur l'agrément des banques. Pour les joindre, il faut appeler le 21 31 75 14. Mais on peut aussi aller à leur siège au 3e étage de l'immeuble Ecobank sur l'avenue Stemez. Et enfin, on peut se rapprocher du ministère des Finances et précisément de l'Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés pour vérifier si le macaron du ministère est bien visible sur les documents ou l'enseigne de la structure en question. Ah, vraiment? Si on avait toutes ces informations, on ne tomberait pas comme ça dans le piège de ces structures. Plus question de se laisser tromper.
Avec la PSFD et la PBEF Bénin, plus jamais d'affaires du genre ICC au Bénin. Ceci est un message de la Smart Campaign dans le cadre de sa campagne de sensibilisation au profit des utilisateurs de services financiers au Bénin. Et pour le compte de ce mardi, c'est Monsieur Louis Biaou qui nous revient une fois encore. Il est le directeur général de l'Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés du ministère de l'économie et des finances. Il s'agira pour nous aujourd'hui d'inviter une fois encore les populations à ne confier leur épargne ou à ne réaliser les opérations financières qu'avec les structures autorisées. Monsieur Biaou, bienvenue, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de nous accorder votre temps ce mardi encore. C'est moi qui vous remercie. Avant tout, vous allez nous dire comment se porte la maison. Je dois dire globalement que la maison microfinance au niveau du Bénin se porte merveilleusement bien. Je dois dire que c'est une maison qui a connu beaucoup de progrès. C'est un secteur qui a connu un développement fulgurant au cours de ces 20 dernières années. Mais vous n'êtes pas sans savoir que dans cette croissance, dans ce développement fulgurant que nous avons constaté, il y a eu des couacs et voire des crises. Si je m'en tiens simplement à la publicité de la Smart Camping tout à l'heure par rapport à la PICC qui a défrayé la Corine, et dont on continue de gérer les séquelles. Et donc, c'est face à cela qu'il faut concilier ce développement avec un encadrement bien précis pour éviter que ces genres de crises ne surviennent au niveau de notre pays. Et surtout, comme je l'avais dit la dernière fois, inviter toujours nos populations à ne confier leur épargne ou à ne contracter pour des opérations financières qu'avec des structures régulièrement autorisées. Et je précise, si vous permettez, la seule autorité au niveau d'un pays de l'espace UEMOA qui signe l'agrément, c'est le ministre chargé des Finances. Il n'y a pas deux autorités, donc on ne peut plus faire confusion. Donc c'est la seule autorité qui signe l'agrément pour les institutions financières, que ce soit pour les banques, que ce soit pour les institutions de microfinance. Monsieur le directeur, l'état des lieux, c'est quoi aujourd'hui? L'état des lieux, c'est d'abord au niveau des indicateurs, lorsque je voudrais parler des indicateurs du secteur formel, parce que qu'on le veuille ou pas, nous avons également toujours à côté de ce secteur formel, l'informel qui pollue la vie aux institutions formelles. Et au 31 décembre 2018, le secteur de la microfinance, vous allez constater que c'est un secteur qui tient bien l'économie nationale. Pour une population de 11 millions de personnes, nous avons plus de 2 260 000 clients qui bénéficient des services du secteur de la microfinance. Et donc, lorsque nous avons 2 260 actifs par rapport à notre population déjà, vous imaginez que c'est un secteur important pour le tissu économique national. Mais c'est également plus de 100 milliards d'encours d'épargne. C'est plus de 152 milliards de crédits octroyés d'encours de crédit au 31 décembre 2018. Le hic, peut-être, c'est que les clients, certains clients ont des difficultés pour rembourser quelquefois. Et il y a un indicateur au niveau du secteur pour mesurer la défaillance de certains clients, notamment une défaillance autour de 3 mois. C'est-à-dire ceux qui ont des difficultés de rembourser sur 3 mois. On voit leur situation, on parle de portefeuille à risque de 3 mois. Et à ce niveau, la norme admise dans le secteur est de 3%. Mais lorsque nous faisons un point au niveau global, on constate que cet indicateur est au-dessus de 3%. Nous sommes autour de 5,9%, qui est largement au-dessus de la réalité. Mais comme on a parlé d'état du secteur également, et que nous sommes dans le cadre de la sensibilisation de nos populations, il faut dire que nous avons, à côté de ce secteur formel, où nous avons plus de 112 structures de microfinance qui exercent formellement et qui sont dans tout le pays, sur toutes les étendues du pays. Il n'y a pas d'arrondissement où vous n'aurez pas un point de service. Je dois dire que par rapport au point de service, au niveau du Bénin, nous avons près de 700 points de service d'institutions de microfinance. Nous avons environ 456 arrondissements. Donc, il n'y a aucun arrondissement au niveau du Bénin
qui n'est pas un point de service d'une institution de microfinance. Ce n'est pas encore suffisant. Ce qu'il faut faire, c'est que les derniers hameaux puissent disposer également. Mais il y a déjà un effort qui a été fait par les institutions pour s'implanter sur toute l'étendue du territoire. Et donc, tout le pays est couvert par les 112 institutions qui sont autorisées aujourd'hui. Mais à côté de cela, on constate qu'il y a des initiatives informelles qui persistent en dépit de tout ce que nous avons enregistré depuis 2010, notamment avec l'affaire ICC Services et Consorts, et donc qui continuent de spolier nos populations. Les autorités essaient de faire tout ce qu'elles peuvent faire pour véritablement mettre hors d'état de nuire ces indélicats avec ce que vous avez constaté ces derniers temps. Oui, mais justement, monsieur le directeur, de quels moyens dispose le client pour vérifier, pour savoir si la structure est autorisée? Déjà c'est d'abord lorsque un client se présente au niveau d'une institution, pour s'assurer que cette institution est autorisée, le client doit voir déjà au niveau des enseignes un certain nombre d'éléments. Les enseignes doivent vous indiquer. Pour les institutions autorisées, c'est une obligation réglementaire, au risque d'être taxé, de faire figurer sur leur enseigne un certain nombre d'informations, notamment le numéro d'agrément. Et ce numéro d'agrément doit porter l'arrêté portant agrément du ministre des Finances. Parce qu'on a plusieurs structures qui autorisent. Par exemple, pour les ONG, c'est le ministère de l'Intérieur. Mais ce n'est pas parce qu'on a vu le numéro d'agrément du ministère de l'Intérieur, on va dire on a vu ça sur l'enseigne. Le numéro d'agrément dont il s'agit, c'est celui du ministre des Finances. Il y a également un certain nombre d'informations qu'on doit fournir. Mais au-delà de cela, le client peut demander au promoteur, est-ce que vous avez l'agrément? Oui, nous avons l'agrément. Montrez-moi l'arrêté d'agrément. Et le client regarde simplement l'arrêté, voit si c'est le ministre des Finances qui a signé. Si c'est une autre autorité qui a signé, dans le doute, est-ce que ce n'est pas un numéro d'agrément pour exercer l'activité de microfinance? En plus de cela, dans le doute, on peut saisir les structures du ministère des Finances, notamment la structure que j'ai l'honneur de diriger, l'Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés, pour avoir plus de précision. Mais également, au niveau de l'association professionnelle des systèmes financiers décentralisés, il y a cette liste-là des institutions, puisque l'association regroupe toutes les institutions. Donc, à défaut, on peut contacter également l'association professionnelle dénommée Consortium Alafia au niveau du Bénin. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour s'assurer. Mais je dis, dans le doute, c'est simplement d'appeler les autorités en charge du secteur de la microfinance, en charge pour pouvoir avoir la bonne information. Je souhaiterais qu'on revienne sur le choix responsable des offres. Oui. Lorsqu'on parle du choix responsable des offres, au niveau des services financiers, au niveau des institutions de microfinance, ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes dans le privé. Les institutions n'offrent pas les mêmes conditions pour bénéficier du crédit. Les conditions sont liées d'abord au taux, aux diverses commissions que peuvent donner ces institutions. Et donc, un client, en termes de rationalité, doit pouvoir aller au niveau de 3-4 institutions pour demander ces conditions-là, afin de voir quelle est la meilleure institution qui offre les meilleures conditions. Et donc, à partir de là, le client a la possibilité de choisir. Parce que nous sommes dans un secteur privé, on ne va pas dire, de façon... que le client, c'est le même tarif que nous aurons au niveau de toutes les institutions. Les institutions appliquent leurs tarifs en fonction de leur mission, de leur vision et des objectifs qui sont fixés. Lorsque nous prenons des institutions de microfinance, des systèmes financiers décentralisés qui sont sous forme de société, ces institutions sont à but lucratif. Mais il y a des institutions de microfinance qui sont des mutuelles ou coopératives ou qui sont sous forme d'associations qui sont à but non lucratif. Elles n'offrent pas toujours les mêmes conditions. Et même au sein des institutions de microfinance qui sont sous forme d'association, elles n'ont pas les mêmes conditions. Et donc, le client doit pouvoir faire de telle sorte que avoir des informations sur les conditions qu'offre chaque institution. Et sur cette base-là, elle aura le choix elle aura la possibilité de choisir. Mais je dois dire, pour terminer, que au-delà de ça, il y a quand même un encadrement qui est fait, c'est-à-dire il y a un plafond que les institutions ne peuvent pas dépasser en termes de taux effectif global. C'est-à-dire lorsqu'un client vient au niveau d'une institution de microfinance, l'ensemble des charges pour bénéficier d'un crédit ne peut pas excéder 24%, quelle que soit l'institution.
Alors, c'est quoi, quels sont, je veux dire, les risques que courent les clients en allant, par exemple, épargner ou réaliser les opérations financières dans les structures non autorisées? Les risques sont énormes et même dangereux quelquefois. Énormes parce que lorsque vous allez vers une institution qui n'est pas autorisée, ça veut dire qu'à tout moment, cette institution peut disparaître avec votre épargne. Ça, c'est un. Mais qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que ces institutions, parmi ces institutions qui ne sont pas autorisées, elles viennent pour appliquer ce que j'ai dit la dernière fois, la méthode de surgir, agir et disparaître. Elles viennent, elles s'installent dans votre localité, elles vous appâtent avec un certain nombre de conditions hors marché, soit c'est de vous proposer des taux d'intérêt, lorsque vous déposez des épargnes, des taux d'intérêt vraiment mirobolants qui vous font rêver. On vous dit, bon, écoutez, il faut déposer, si vous déposez 1 million, dans 3 mois, vous aurez 1 million, dans 3 mois qui suivent, vous aurez encore 1 million, et donc la population peut tomber dans ces affaires. Ces institutions, qu'elles viennent comme ça, c'est pour collecter l'épargne, et donc, lorsqu'elles atteignent un niveau donné de collecte de l'épargne, elles disparaissent dans la nature. Et donc, c'est ça, il faut éviter ça à nos populations, parce que vous savez que nos populations souffrent avant d'avoir le minimum pour maintenant épargner quelque chose. Et donc, il faut qu'elles cherchent des lieux sécurisés. Et les lieux sécurisés, soit les institutions de microfinance, soit les banques qui sont agréées. Donc, c'est le mythe que je voudrais faire à nos populations. Merci Romain. Non, je pense que il y a un aspect sur lequel je voudrais peut-être revenir. Je vais demander au directeur de nous aider à aller un peu plus en profondeur pour aider le client à identifier les structures régulièrement autorisées. C'était question de numéro d'agrément. C'est vrai que beaucoup se comportent comme des associations ou des mutuelles, comme vous avez dit. Et le client fait souvent la confusion entre le numéro d'enregistrement au niveau du ministère de l'Intérieur qui leur donne le droit d'exister en tant qu'association et l'autre agrément. Donc, est-ce que en plus de ce numéro d'autorisation, est-ce qu'on ne peut pas avoir d'autres indicateurs pour permettre aux clients de choisir? La deuxième chose que je voudrais poser comme question, c'est l'agrément, est-ce qu'il est délivré pour intervenir localement, ou bien une fois que vous avez l'agrément, vous avez la possibilité d'agir sur tout le territoire? Et je voudrais que vous nous expliquiez un peu comment ça se délivre, l'agrément. La troisième chose que je voudrais aussi demander, dans le processus d'octroi d'agrément, est-ce que exigence est faite à ces structures-là de mettre en place un mécanisme de recours, par exemple, ou de suivre les clients sur le marché lorsqu'ils finissent d'avoir le crédit? Est-ce que c'est une exigence ou bien c'est de manière facultative? Merci beaucoup. Je dois dire que la reconnaissance d'une institution formelle, il y a beaucoup d'indicateurs pour les clients. Ce n'est pas seulement le numéro d'agrément. Déjà, au niveau de l'enseigne, à part le numéro d'agrément, il y a d'autres informations que les institutions formelles ont l'obligation de faire figurer dans leur enseigne. Deuxième élément, lorsque nous avons les institutions qui sont autorisées, ces institutions, en termes de recours des clients, ces institutions ont en réalité des obligations de protection de clients. Et ces obligations de protection de clients les obligent à ne pas adopter un certain nombre d'attitudes vis-à-vis des clients, même si ces clients, à un moment donné, tombent en impayé. Il y a un certain nombre de recours qu'il faut faire d'abord avant d'actionner. Vous ne pouvez pas, je donne juste un exemple comme ça, vous ne pouvez pas aller à 5 heures du matin, aller réveiller un client parce qu'il vous doit. Ce n'est pas possible. Et donc, lorsque vous faites ça, vous tombez sous le coup de la loi parce que le client aussi est protégé. Donc, vous ne pouvez pas le faire. Maintenant, lorsqu'il s'agit de processus d'agrément, c'est une obligation qui est faite à ces institutions d'avoir un dispositif de protection de clients. C'est une obligation. Et donc, dans leur processus, c'est une obligation. Maintenant, par rapport à la visite des clients, déjà, ça arrange les institutions qui sont autorisées de faire cette démarche-là. C'est-à-dire, lorsque vous mettez en place du crédit pour des clients, est-ce que vous allez pouvoir, si l'activité qu'elle fait, c'est ça qu'elle est en train de faire,
c'est pour vous donner l'assurance raisonnable que ce client-là pourra rembourser. Et donc, ce dispositif-là existe au niveau de toutes les institutions. Maintenant, dans le processus d'octroi de crédit, d'octroi de l'agrément, s'il vous plaît, il faut dire d'abord le préalable. Vous ne pouvez pas exercer sans avoir l'agrément. Donc, l'obtention de l'agrément est préalable à l'exercice. Et donc, dans votre démarche pour avoir l'agrément, nous apprécions un certain nombre d'indicateurs, un certain nombre de documents pour voir d'abord si vous avez la capacité. Et lorsque on parle de processus d'agrément, c'est un processus suffisamment huilé où intervient d'abord l'Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés, puis la Banque centrale et enfin le ministre. Donc, 3 acteurs clés interviennent dans ce processus-là. Il y a un dossier qu'il faut constituer. Le dossier est composé de plusieurs pièces, dans ce que vous avez dit, notamment lorsqu'il s'agit des institutions qui sont sous forme d'association. Pour les institutions qui sont sous forme d'association, M. Gbagui vient de le dire, le fait d'avoir l'agrément du ministère de l'Intérieur, c'est comme votre jugement. Et c'est ça qui vous permet maintenant, c'est une des pièces que vous devez fournir pour demander l'agrément du ministre des Finances pour exercer l'activité de microfinance. Et donc, lorsque on fait tout ce cheminement, on vous donne l'agrément. Il y a également maintenant des obligations que vous avez. Et ces obligations, c'est l'Agence nationale de surveillance et la commission bancaire qui ont la capacité de pouvoir vous contrôler si vous respectez les obligations réglementaires contenues dans votre agrément. Maintenant, en termes de couverture, est-ce que mon seul agrément me donne la possibilité de couvrir tout le territoire? Merci beaucoup. Oui, l'agrément qu'on vous donne a la possibilité de couvrir tout le territoire. Mais cet agrément-là, bien que ce soit un agrément, bien qu'on soit dans un espace de l'UEMOA, cet agrément a un caractère national. Donc, si on vous donne un agrément, vous avez votre siège à Cotonou, vous avez la possibilité d'aller vous installer à Malanville. La seule chose qu'on vous demande, et ce n'est pas du tout contraignant, c'est que lorsque vous vous installez à Malanville, vous devez nous informer. Parce que nous, on doit pouvoir suivre les statistiques, mais également on doit pouvoir voir est-ce que le travail qui se fait à Malanville est de qualité conformément aux règles. Non, juste une petite précision. Ma soeur qui est à Tchoumi et qui ne sait ni lire ni écrire, comment est-ce qu'elle pourra user le discernement pour ne pas tomber dans le panneau de ceux-là qui les appâtent, en fait? Merci beaucoup. Je crois que cette question, elle est pertinente. Vous savez, face à toute cette situation où nous sommes dans un pays où le taux d'analphabétisme, ou en tout cas le taux d'analphabétisme est élevé, il y a un certain nombre de dispositifs qui sont mis en place. Je dois dire que dans le cadre de la lutte contre les structures informelles, depuis 2011, le Comité national de stabilité financière et d'assainissement du secteur de la microfinance a été mis sur pied et travaille d'arrache-pied. Et ne cesse de faire d'abord des sensibilisations auprès de nos populations, à travers les médias, mais également, depuis 3 ans, le comité s'est donné comme mission d'aller à la base, d'aller rencontrer les élus locaux pour leur donner des informations afin qu'on puisse éviter à nos populations ces travers-là. Et dans ce cadre, je dois dire, actualité pour actualité, nous étions le jeudi à Dassa. Nous avons rencontré tous les élus du département des collines, autour du préfet des collines. Le vendredi, on était à Pobet pour rencontrer les élus communaux, les élus locaux du plateau, pour les sensibiliser, pour leur dire, c'est au niveau de vos localités que viennent s'installer ces institutions-là. Voilà les comportements que vous devez avoir. Lorsque quelqu'un vient s'installer, demandez, vous êtes autorité quand même locale, et vous assurez ce qu'on appelle la police administrative. Vous avez le droit de pouvoir demander, est-ce que vous avez l'agrément du ministère des Finances? Sinon, dénoncez simplement à la police et la police entame la procédure. Donc, c'est un rôle important qu'a les élus communaux, les élus locaux, de pouvoir identifier ceux qui opèrent dans leur localité, que ce soit dans le domaine de la microfinance, que ce soit dans d'autres domaines. Tout à l'heure, avant qu'on ne commence cette émission, on a parlé des officines, des cliniques ou bien des centres de santé. Ça, c'est quand même une responsabilité. Et donc, on est dans cette dynamique-là aujourd'hui pour impliquer fortement les élus à la base pour qu'elles puissent prendre leurs responsabilités afin de dénoncer au plus tôt les installations illégales d'institutions de microfinance du système décentralisé. Oui, on vous dénonce au plus tôt certaines institutions structurées qui veulent s'installer
sans l'autorisation, est-ce que vous avez la latitude d'aller tout de suite interrompre cette installation? Parce que depuis quelque temps, je suis sûr que bien sûr, certaines institutions veulent s'installer sans agrément. On a au-delà même de cette latitude, c'est une obligation pour nous, dès lors que nous avons des dénonciations, de façon prompte de prendre des mesures. Et vous savez, tout est mis en place au niveau du comité de stabilité financière et d'assainissement du secteur de la microfinance dont je vous ai parlé. C'est la BEF, la Brigade économique et financière, qui représente le ministre de l'Intérieur au sein de ce comité. Et donc, dès lors que nous constatons cette installation, la BEF est saisie en même temps et la procédure est déclenchée. Et là, lorsque nous sommes à l'intérieur du pays, les élus communaux, les élus locaux sont bien informés qu'il faut simplement saisir le commissariat de police de leur localité, et c'est le commissariat de police qui enclenche la procédure pour faire cela. On ne va pas dire que si quelqu'un s'installe à Tchoumi, comme vous l'avez dit, qu'on va venir à la BEF qui est à Cotonou. En même temps, le parquet qui est proche est saisi d'affaires et puis les responsabilités sont situées. Monsieur le directeur, oui, dénoncer, mais comment? Par toutes les voies. Voilà. Par toutes les voies. Dénoncer, c'est très simple. Si je prends les élus locaux, les élus communaux, dès lors que vous constatez une installation, allez-y simplement. Vous n'avez même pas besoin de faire chose là. Allez au niveau du commissariat de police pour dire, il y a telle institution qui est installée à tel niveau, au niveau de ma localité. Je n'ai pas peut-être même les moyens de m'assurer qu'elle est autorisée. La police ira demander simplement. Et la police... Et pour les clients qui voudront directement vous contacter l'agence? On peut contacter l'agence et nous avons un site web déjà où on peut avoir les informations, la liste des institutions autorisées. Et je dois préciser, vous avez raison à ce niveau, que cette liste-là, elle est dynamique. C'est-à-dire, c'est une liste où il a des entrées, mais également il a des sorties. Parce que lorsque c'est pas parce que vous êtes autorisé que vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Lorsque vous êtes autorisé et que vous gérez mal l'institution, mais l'autorité qui vous a donné l'agrément a la capacité également, a la possibilité de vous retirer l'agrément. Et ça se fait régulièrement aujourd'hui. Je dois dire, sur les 3 dernières années, 10 institutions ont vu leur agrément retiré. Et donc, ce n'est pas de la blague. Chaque fois que possible, on retire l'agrément si les conditions ne nous permettent pas de nous assurer que le client est protégé, que l'épargne du client est protégée. Parce que lorsqu'on donne l'agrément, c'est pour dire au client, vous pouvez aller déposer. Mais si votre gestion est mal faite, l'autorité prend la mesure pour arrêter la CIE, pour éviter que les populations ne soient spoliées. Mais au même moment, comme je dis, la liste est dynamique. Il y a des institutions qui font le chemin, le processus pour avoir l'agrément. Et donc, la liste peut être complétée par ces nouvelles institutions. Oui, lorsque vous constatez que certaines institutions abusent par rapport aux bénéfices ou aux profits à réaliser, est-ce que vous pouvez également les rappeler à l'ordre? Parce que tantôt, vous avez dit qu'elles sont à but lucratif et qu'il faut leur permettre d'exercer pleinement leurs activités. Mais est-ce qu'il n'y a pas des garde-fous également par rapport au profit? Le garde-fou, c'est ce que je vous ai dit. Vous ne pouvez pas pratiquer des taux dépassant une limite donnée. Ce qu'on appelle taux effectif global, c'est l'ensemble des charges que supporte le client. Quand je dis ensemble des charges, c'est d'abord l'intérêt. Généralement, on dit, nous faisons 2% le mois. Mais après ça, on dit, les frais d'études de société, 2%. Lorsque nous faisons le calcul de tout ça là, de toutes les charges que supporte un client pour avoir un crédit de 100 francs, le régulateur, le législateur a dit aux institutions, vous ne pouvez pas leur prélever plus de 24%. Ça, c'est pour les institutions de microfinance. Mais pour aller un peu plus loin, les banques ne peuvent pas prélever plus de 15%. Vous comprenez que les institutions de microfinance, c'est la finance de proximité. Et donc, les charges pour se déployer à l'intérieur sont plus élevées. Et donc, le législateur leur a donné la possibilité d'aller jusqu'à 24%. Mais toutes les charges réunies, que ce soit les intérêts, que ce soit les diverses commissions qu'on prélève dans le processus d'octroi d'un crédit, vous ne pouvez pas dépasser 24%. Et à ce niveau, nous, on intervient. C'est-à-dire, nous vérifions, est-ce qu'il n'y a pas d'abus, comme vous l'avez dit, et s'il y a d'abus, on rappelle à l'ordre. Oui, moi, je voudrais revenir sur la question d'assurance au niveau des microfinances. Est-ce que c'est vraiment pertinent? Surtout que on vous impose un assureur en tant que client, on ne vous dit même pas, on ne vous donne pas la possibilité d'aller vers un assureur qui serait plus offrant. C'est pareil au niveau des banques primaires aussi. Vous allez
contracter un prêt, on vous fait remplir les fiches, l'assureur est déjà retenu par la banque, le taux qu'il veut appliquer et la commission que cet assureur veut prendre, vous est imposé d'office par ces banques. Est-ce que ce n'est pas un abus? On ne peut pas qualifier d'abus à ce niveau-là. Merci, M. Baguidi. À ce niveau, je ne dois pas aller trop loin parce que nous sommes dans des champs délimités. Maintenant, ce que je dois dire, c'est quoi? Lorsque un client veut prendre un crédit, on lui donne les conditions. Mais je peux vous dire, et je ne vais pas donner des exemples pour ne pas faire de publicité, ce serait maladroit de ma part. Il y a des institutions, vous allez à leur niveau pour dire, vous voulez prendre du crédit, ils vous disent, nous avons besoin d'une assurance pour couvrir. On vous dit, allez au niveau de la compagnie d'assurance que vous voulez. J'en connais. Et donc, maintenant, ça, c'est des dispositions internes aux institutions. De microfinance ou même de banque. Parce que là, l'opération d'assurance n'est pas une opération autorisée. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas être une institution de microfinance et collecter des fonds pour l'assurance. Jamais. Vous devez contacter avec une compagnie d'assurance. Donc, en réalité, c'est peut-être pour rationaliser que les institutions financières le font. Si, par exemple, les clients doivent aller au niveau de plusieurs institutions, ce n'est plus facile ce n'est pas facile pour l'institution de gérer cela. Et donc, l'institution fait contract avec une compagnie d'assurance et c'est avec ça c'est leur disposition interne. Mais il y a des institutions que je connais qui n'ont pas contracté avec une compagnie d'assurance, mais qui demandent aux clients, allez, il faut nous couvrir avec une police d'assurance et c'est le client qui va vers la compagnie d'assurance qu'elle veut. Maintenant, ça, c'est interne à chaque institution. Mais l'agrément que le ministre des Finances, ça, si je voulais le dire, l'agrément que le ministre des Finances donne aux institutions de microfinance, qu'on appelle système financier décentralisé, cet agrément ne leur permet pas de faire de l'assurance. Si elles veulent faire de l'assurance, elles peuvent le faire. Si elles veulent le faire, elles doivent demander, elles doivent faire le processus agrément pour avoir l'autorisation pour faire de l'assurance. À défaut, pour couvrir les risques, elle s'adresse à une institution ou bien elle demande aux clients de s'adresser à une institution pour couvrir le risque. En termes d'amélioration des performances des SFD, nous savons qu'il y a un référentiel aujourd'hui qui permet de certifier les structures de microfinance et pourquoi pas des banques. Est-ce que l'agence fait un peu de sensibilisation? Je sais que ce n'est pas une exigence que d'aller à la certification, mais est-ce que l'agence sensibilise un peu ces structures-là pour apporter un peu plus de traçabilité dans leurs opérations, fidéliser, pourquoi pas, et rassurer les clients? Je crois que c'est une question pertinente pour les institutions et je dois dire que l'agence elle-même est rentrée dans ce processus. L'Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés est certifiée ISO. Je ne voudrais pas faire de la publicité, vous n'allez pas me demander le compte après. Bon. Mais donc les institutions, en termes de bonne gestion, c'est intéressant pour elles de rentrer dans ce processus pour améliorer leur gestion. Et donc, la certification ISO pour les institutions, c'est pour les rendre encore plus efficaces, d'aller au-delà de l'efficacité, d'être efficients. C'est pour que ces institutions soient efficaces et efficientes qu'il faut aller dans ce processus qui est souvent au début contraignant, mais dès lors que ça rentre dans vos mœurs, ça vous permet de réaliser véritablement des opérations dans les meilleures conditions, de satisfaire plus les clients, de prendre en compte les clients dans ce que vous faites. Et c'est pour le bien des institutions parce que ça va leur donner une pérennité. Monsieur Letton, on va conclure. Ma conclusion, mon mot de fin, c'est toujours la même chose. C'est toujours cet appel. J'appelle les populations béninoises à ne plus tomber dans ce piège d'illusion. Il n'y a aucune activité qu'on pourrait mener et gagner 100% en déposant votre épargne et gagner 25%. C'est pas possible. Maintenant, c'est d'aller toujours vers les institutions autorisées pour réaliser vos opérations d'épargne ou de crédit. Je vous remercie. À demain, messieurs, dames. C'est fini pour la caravane du matin. Bongo.
Caravane du matin, c'est fini pour le compte de ce jour. Prenez le rendez-vous de la rediffusion de ce numéro à 0h sur Radio Tokpa FM 104.3. La Caravane du matin, la légende suit son cours.